Le but, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on peut accepter et vivre avec et malgré nos différences. Alors, j'aimerais commencer en vous posant une question pour vous. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Parce que je crois que la façon qu'on a d'interagir avec quelque chose est marquée par notre compréhension de cette chose. L'Église, c'est un drôle de lieu. C'est un lieu où on a adopté beaucoup de fonctionnements, beaucoup de manières de faire, qui sont finalement prises du monde professionnel, qui sont prises des exemples en leadership qu'on a dans le monde professionnel. Et ça se pose alors cette question, est-ce que l'Église est un business? On pourrait le dire comme ça. Et j'ai envie de vous dire, non, il y a une autre alternative. C'est l'alternative de voir l'Église comme une famille. J'explique ici rapidement la différence. Dans un business, si un employé ne fonctionne pas bien, ou alors on se plaint de lui, on a le droit de le reprendre une ou deux fois, et puis éventuellement on se sépare de cet employé, on le vire. Dans une famille saine et fonctionnelle, et j'insiste là-dessus parce qu'on n'a pas toujours des exemples de familles saines et fonctionnelles, mais dans une famille saine et fonctionnelle, on se sent responsable les uns des autres. On se bat les uns pour les autres, on se bat pour garder la relation. Et en fait, dans la Bible, le terme le plus utilisé pour évoquer l'Église ou la vie de communauté, c'est le terme en grec allélon, et il est traduit en français par l'expression les uns les autres. Et je pense que c'est ça qui devrait vraiment nous façonner. Je pense que pour accepter nos différences, pour vivre avec, et même plus encore pour œuvrer ensemble pour le royaume de Dieu, la première des clés, c'est de se comprendre comme une famille, comme un corps. D'ailleurs, c'est une des révélations majeures du Nouveau Testament. Au-delà de la notion de allélon, qui revient plus de 200 fois en grec dans le Nouveau Testament, l'une des révélations centrales, notamment du ministère de Jésus-Christ, c'est que Dieu est notre Père, et que nous pouvons nous adresser à lui comme Abba. Et il souhaite que ceux qui sont sans famille puissent trouver des familles. Et on trouve en fait déjà dans le livre des psaumes et chez les prophètes cette notion-là qui est rendue possible dans le Nouveau Testament. Donc je crois que c'est fondamental en fait de vivre avec cette réalité que nous sommes une famille, nous sommes un corps. Et c'est important parce que, rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, la façon qu'on a d'interagir avec un lieu, avec un groupe de personnes ou avec quelque chose dépend de la compréhension qu'on en a. Donc je dirais comme ça, pour commencer, si on veut vraiment bien accepter, vivre et œuvrer malgré nos différences, il faut qu'on commence par se comprendre comme une famille. Et dans la famille, on a une responsabilité les uns envers les autres et on se bat pour garder le lien les uns avec les autres. Maintenant, j'aimerais aussi, de façon rapide et concrète, voir avec vous 3 pistes de réflexion. Je le dis comme 3 pistes de réflexion parce que j'aurai clairement pas le temps de bien les développer, mais je crois que c'est des clés qui sont vraiment essentielles si on veut travailler en particulier avec la jeune génération, soit les Y et les Z. La première de ces clés, je l'appellerais Start with the Why, commencer avec le pourquoi. C'est un livre que Simon Sinek a écrit, qui est issu d'un TED Talk que vous pouvez trouver du même auteur, de Simon Sinek, qui s'intitule Start with the Why. Et dans ce contexte, il parle en fait de l'importance d'expliquer notre pourquoi. La génération Y en particulier est appelée la génération du pourquoi. Certains en parlent comme le déconstructionnisme, d'autres le voient simplement comme un corollaire d'un accès toujours plus grand à l'information, mais les jeunes aiment comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Rappelez-vous, on l'avait vu dans le tableau qu'on a regardé ensemble lors de la dernière capsule, la jeune génération est en quête de sens notamment. Et le simple fait de garder une habitude n'est pas suffisant pour eux. De dire on fait parce qu'on a toujours fait ou on fait parce que ça marchait dans le passé, ça ne va pas suffire pour engager la jeune génération. Ils demandent constamment pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et si on en croit l'argument de Simon Sinek, il ne s'agit pas qu'une réalité de la jeunesse, mais véritablement d'un fonctionnement plus large de l'humain. Il explique comment notre cerveau fonctionne et comment lorsqu'on sait connecter avec une raison, un pourquoi, en fait, on engage beaucoup mieux sur le moyen, voire le long terme. Donc, c'est pas seulement pour travailler avec les jeunes, c'est pour faire quelque chose de pertinent, pour faire quelque chose qui va durer. Il est important qu'on puisse expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, au cœur de ce travail que vous faites de l'Église, n'ayez pas peur d'aborder cette question. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? N'ayez pas peur de déconstruire un peu pour pouvoir reconstruire ensemble ce que vous faites, vos programmes, vos activités. C'était ma première piste. La deuxième piste, elle vient d'un autre auteur, cette fois-ci un philosophe qui s'appelle Charles Taylor, et lui, il en parle comme l'âge de l'authenticité. Il utilise cette expression, l'âge de l'authenticité, pour parler en fait de l'ère postmoderne, que certains ont appelé aussi l'ère post-chrétienne. Et j'aimerais commencer en vous donnant une citation de Charles Taylor. Il dit la chose suivante, c'est une traduction libre que de moi-même, c'est un auteur qui est écrit en anglais. Qu'est-ce que c'est que l'âge de l'authenticité? Il s'agit de cette idée qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, qui dit que chacun de nous a sa propre façon de se réaliser dans qui il ou elle est.
Le but est donc de chercher à pouvoir s'auto-définir et trouver le sens de son existence et sa propre vie par nous-mêmes. Cela se fait notamment en s'opposant à la conformité imposée par un modèle extérieur, imposée par la société, imposée par les générations qui nous précèdent ou imposée par une autorité politique ou religieuse. Ce que Charles Taylor est en train de nous dire, c'est que dans l'ère post-moderne, dans l'ère post-chrétienne, dans ce que lui il appelait l'âge de l'authenticité, on est dans une réalité de non-conformisme. On n'aime pas se conformer et on veut toujours s'auto-définir par soi-même. Ça se voit à tous les niveaux. Ça se voit quand vous regardez les films Disney, le grand message, sois toi-même, ça se voit dans les slogans, sois vrai avec toi-même, en anglais true to yourself. On le voit partout dans les séries Netflix, on le voit vraiment dans la société telle qu'on la vit. Et en fait, on vit dans une ère où les gens sont sûrs qu'ils peuvent, ou plus encore qu'ils doivent se définir par eux-mêmes. Et c'est essentiel pour eux donc d'être authentiques. C'est ce qu'ils mettent derrière le mot authentique. Rappelez-vous l'âge de l'authentique. Et souvent, quand ils disent être vrai avec eux-mêmes, c'est être vrai avec leur ressenti, ce qui est souvent très proche aussi des émotions. Alors, je tiens à le dire tout de suite, c'est pas forcément quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de bien en soi, que ce soit pour des raisons philosophiques, on peut tout à fait, de façon philosophique, argumenter contre cette réalité, que ce soit pour des faits sociétaux ou une réalité sociale, ou alors même théologiquement, c'est pas du tout ça, mais c'est le bain dans lequel nous sommes, et c'est le bain dans lequel la jeune génération se construit. Et dans ce contexte, si on veut travailler ensemble, je crois qu'il faut absolument réaliser qu'on doit constamment démontrer pourquoi est-ce que ça fait du sens, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que oui, ça semble être comme quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave en fait, c'est quelque chose de bon. Et en fait, on doit aider les gens et on doit se donner des efforts pour leur montrer que vous devez faire quelque chose que vous ne voudriez pas forcément faire par vous-même. Et c'est important, et moi j'aime bien dire, c'est quelque chose qu'on voit déjà chez Jésus. Si vous retournez dans le Sermon sur la montagne, qui est sans doute le sermon le plus important de Jésus, il dit « On vous a dit, moi je vous dis ». Il reconnaît l'ère dans laquelle il est, il reconnaît l'héritage dans lequel il est, mais il dit il y a quelque chose de plus. Et je pense que nous, on ne doit pas partir avec cette idée de continuité en disant on a fait ça, continue à faire comme ça, ou bien on faisait comme ça par avant, continuez, mais on est dans l'âge de l'authenticité et on doit dire aux gens, les amis, on va faire quelque chose qui peut sembler contre-courant, qui peut sembler contre-instinctif, qui peut sembler se conformer à avant, mais c'est une bonne chose et on doit pouvoir le démontrer. Si on n'est pas vrai, si on n'est pas authentique dans cette démarche-là, la plus jeune génération ne va pas embarquer avec nous. Je termine, je suis désolé, je sais que je l'ai dit, c'est dense, c'est chargé, j'aurais plein de choses encore à dire, mais je termine avec cette troisième clé pour vous, la réalité des relations fortes. Brené Brown, un autre auteur encore une fois, une femme cette fois-ci, parle de l'importance de la vulnérabilité dans la réalité de créer des relations. Et dans la notion d'appartenance, et c'est essentiel pour une famille, le sentiment d'appartenance, elle parle de l'importance de la vulnérabilité, si on veut tisser des liens. Si vous voulez, moi je le dirais avec mes mots à moi, et je le dirais ainsi, les jeunes seront beaucoup plus impactés par votre vie que par vos mots. La jeune génération va regarder à comment est-ce que vous vivez et comment est-ce que vous connectez avec eux beaucoup plus qu'à ce que vous racontez. Et je pense que des fois, ça peut être vraiment surprenant. Pour moi, par exemple, je suis une personne qui prêche régulièrement et en fait, je dois réaliser que c'est pas tellement mes prédications qui font une différence, même si elles sont importantes et je continue à prêcher, mais c'est la vie qui accompagne ces prédications. C'est comment je me comporte avec les gens au quotidien, qui les marque beaucoup plus, bien plus souvent qu'une prédication. Les gens reviennent en disant « quand tu avais fait ça » ou « quand on a écrit ce message » ou « quand on est allé ensemble à cet endroit ». Et j'aimerais vous dire, est-ce que vous invitez les jeunes dans vos vies ? Pas dans vos programmes d'église, pas dans votre leadership, pas dans vos activités, mais dans votre vie. Est-ce qu'ils sont au courant de comment c'est chez vous? Est-ce qu'ils vous voient interagir avec d'autres personnes? Est-ce qu'ils sont au courant de comment vous vivez au quotidien? Parce que ça va les impacter beaucoup plus et ça va tisser du lien avec eux. Et très souvent, rappelez-vous encore une fois, Génération Z, une génération qui cherche à socialiser, qui cherche à connecter, ils seront beaucoup plus impactés par ces liens avec vous que par tout votre enseignement. Alors là, c'était des clés extrêmement rapides. Je vais vous laisser maintenant travailler. Je vous donnerai aussi la possibilité d'aller voir ces différents auteurs. C'est du contenu qui est riche, pas nécessaire que vous alliez tous le regarder, mais pour ceux qui aimeraient creuser la chose, mais simplement vous rappeler en conclusion les 4 éléments que j'ai voulu vous donner dans cette capsule. Le premier, c'est important de voir l'Église comme une famille. Le deuxième, de façon pratique, il faut qu'on ose commencer avec le pourquoi. Start with the why. Troisième, réaliser que nous sommes dans l'âge de l'authenticité. Et le troisième,
ou le quatrième, pardon, il nous faut savoir tisser des bons liens avec nos vies, beaucoup plus qu'avec nos mots. Voilà, je vous laisse là-dessus. Courage, encore bravo de vous embarquer dans cette réalité et à très vite.